Bonjour à toi, cher spectateur. Queen and Slim de Melina Matsoukas. Dès que j'ai vu la bande-annonce, j'avais très envie de voir ce film. Peut-être que c'est mon amour profond pour David Kaluuya, donc l'acteur qui était l'acteur principal de Get Out et du deuxième épisode de la série Black Mirror, ou peut-être que c'était le sujet. Je ne saurais pas vous dire, mais honnêtement, dès que j'ai vu la bande-annonce, dès que j'ai vu le projet, je me suis vraiment dit, ça a juste l'air d'être une bombe. Quand est-ce que sort ce film? Le résumé pour faire simple, Queen est une jeune avocate solitaire. Slim, un jeune garçon plein de vie qui vit un peu au jour le jour. Un soir, à la fin d'un rencard assez étrange, suite à une rencontre sur Tinder, les deux jeunes vont se faire arrêter par un flic sur le bord de la route. Il a mis du temps à sortir en France, parce que le film est sorti en novembre aux États-Unis. Et franchement, j'en étais arrivé à un point où je me suis dit, soit le film n'a pas de date de sortie en France, soit il va sortir trop tard et il sera déjà dispo sur Internet, et donc du coup, c'est mort, il n'y a personne qui va aller voir ce film. Heureusement, il sort quelques semaines avant sa sortie en DVD aux USA, ce qui fait qu'il n'est pas encore dispo sur Internet, et heureusement d'ailleurs parce que c'est vraiment une perle. C'est pas un film parfait, mais en même temps c'est un premier long métrage. Donc du coup, je peux pardonner quand même pas mal de choses sur ce long métrage. Ce qui m'a réellement passionné, c'est que c'est un vrai récit avec une envergure humaine. C'est un film profondément simple dans sa démarche. C'est pas une grande fresque de gangsters comme ce que la bande-annonce pourrait laisser imaginer. C'est juste l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont un date Tinder qui tourne mal et ils décident de s'évader des États-Unis parce qu'ils sont poursuivis par tous les flics et toutes les organisations gouvernementales possibles et imaginables. En fait, le film part simplement du postulat que face à l'injustice, les condamnés sont forcément les innocents. Et en plus, il faut savoir que le film est vraiment dans la mouvance d'un hashtag qui a été lancé suite à de nombreuses violences policières aux États-Unis sur la communauté afro-américaine. Donc, en un sens, le film, bien au-delà de son envergure humaine, bien au-delà de son envergure, on va dire, simple et extrêmement émotionnelle, c'est avant tout un film qui a une envergure politique. Et je pense que c'est pour ça qu'aux États-Unis, il a eu autant de mal à marcher en salle. Parce qu'à la fois sur le papier, ça peut être le genre de film qui peut faire beaucoup d'entrées, et en même temps, c'est le genre de film qui peut faire beaucoup polémique. Parler de la communauté afro-américaine est assez difficile parfois, surtout lorsque l'on décide de mettre en scène un sujet qui a des accents politiques et sociaux forts, parce que même encore aujourd'hui, beaucoup de critiques et de spectateurs ont tendance à classifier cela comme étant un cinéma politisé uniquement fait pour la communauté afro-américaine. Personnellement, j'adore ce cinéma très engagé, surtout quand il sonne parfaitement dans l'actualité, comme c'est le cas avec le premier long métrage de Melina Matsoukas, ancienne réalisatrice de clips, qui nous offre ici un métrage engagé, puissant et vraiment fort dans son message, un peu maladroit dans son geste, mais très évocateur dans sa finalité et ses choix dramatiques et cinématographiques. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Lena Waithe et c'est donc basé sur une idée de Elle et de James Frey. Lena Waithe, pour ceux qui se demandent qui c'est le personnage du meilleur ami de notre personnage principal dans le long métrage Ready Player One, la seule actrice afro-américaine d'ailleurs de tout le casting, je crois. Récompensée à plusieurs reprises aux Emmy Awards, mine de rien, parce que c'est une auteure assez importante dans le monde des séries. Et en termes d'écriture, ici, on est vraiment sur un film basé sur un pathos très particulier. Pour vous donner un ordre d'idée, tout le film est basé sur un parallèle constant entre les évolutions de Queen et de Slim. Slim est un personnage qui est, on va dire, profondément humaniste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit en la bonté de l'homme, qui est attaché à sa famille, qui a des repères dans la société et qui surtout est persuadé qu'il ne faut pas faire trop de vagues pour réussir dans la vie. Queen, c'est une jeune femme qui est donc une avocate et qui est persuadée que c'est en se battant qu'on obtient les choses que l'on désire. Donc du coup, on est sur deux personnages qui sont radicalement opposés. Et le but de toute l'écriture de Lena Waithe, c'est de faire en sorte d'inverser les positions. Pour du coup créer un film qui passe son temps à évoluer jusqu'à créer un parallèle parfait qui fait que les deux personnages se surposent et ensuite montrer un des deux personnages qui va être plus fort que l'autre à nouveau. Et du coup, ça fait qu'en termes de dramaturgie, on ne se retrouve pas sur un scénario qui est linéaire dans sa composition. Il est linéaire dans certains points, certains retournements, certains acheminements de personnages secondaires, certaines évolutions dramatiques, certains choix aussi des raccourcis, même par moments qui sont un peu clichés, notamment une séquence dans une maison qui arrive en milieu de film, qui pour le coup est vraiment très classique et a rien vraiment d'extraordinaire dans sa composition. Mais vraiment, rien que pour ça, pour ce jeu au niveau des personnages, pour ce travail de l'émotion, pour cette envie de vouloir nous faire ressentir tout ce qui se passe dans leur tête à chaque seconde, je trouve que Lena Waithe, elle ne s'est vraiment pas enfermée dans un carcan très simple en termes d'écriture. Elle a vraiment cherché à faire quelque chose de presque psychanalytique pour montrer, en un sens,
le radicalisme qui ronge la société aujourd'hui. Lena Waithe nous offre ici un script extrêmement fort dans ses dialogues. Lorsque je suis sorti, je me suis littéralement dit que certaines répliques parvenaient à résonner encore dans ma tête après la séance, comme si elles avaient un impact presque tout aussi fort que le message final de l'œuvre que l'auteur construit. Cela se ressent de bout en bout de scénario, le propos est tenu, l'intensité dramatique est constante, et au bout du compte, bien plus encore que de réussir à nous passionner, on sent surtout qu'un vrai soin a été apporté à l'ensemble des personnages secondaires et à l'impact qu'ils vont avoir par la suite du récit sur le spectateur et sur les deux protagonistes. En termes de mise en scène, Melina Matsoukas, qui est à la base donc une réalisatrice d'épisodes de séries et surtout de clips, et ça se ressent. C'est vraiment très punchy en termes de rythme, en termes d'enchaînement de séquences, en termes de travail de montage, de jeu entre les différents cadres, notamment les séquences où elle doit faire des transitions. Matsoukas a de très très bonnes idées, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire des montages clippés, elle va juste faire des cuts très rapides pour acheminer les personnages d'un point A à un point Z. Je peux comprendre que ça gêne certains, parce que c'est vraiment une démarche qui consiste à faire en sorte que le spectateur laisse vraiment sa suspension d'incrédulité à fond dans le récit et ne voit pas les coupes de montage. Mais ça fait très nouvelle vague en un sens, c'est-à-dire que vraiment on s'en fout du raccord. Et il y a plein de plans d'ailleurs qui sont très particuliers, qui m'ont beaucoup fait penser à du Godard, dans le sens où il y a carrément des plans où la voix prend de l'avance sur ce qu'on a à l'image. Et du coup, c'est hyper intéressant. Parce que ça laisse suggérer au spectateur que c'est ce qui se passe tout de suite dans la tête des personnages, mais il faut un temps de latence pour que ça soit amené de manière logique. Ou alors c'est vraiment un effet style, alors pour le coup c'est vraiment très particulier. J'ai trouvé que Matsoukas, c'était vraiment pas une cinéaste qui sonne comme la plupart des réalisateurs du monde du clip, qui passent ensuite à la réalisation de longs métrages de cinéma. Je trouve que c'est quelqu'un qui vraiment dans sa démarche artistique a envie de proposer des choses, a envie d'amener un regard sur la société, a envie d'amener des scènes quasiment choc. Je suis désolé mais il y a une séquence en milieu de film qui est juste extraordinaire, qui consiste à faire un montage parallèle entre une séquence d'amour puis de sexe, et de l'autre côté, une manifestation qui va virer à l'hécatombe. Et vraiment, cette séquence-là, elle est extraordinaire parce qu'il y a une vraie montée en tension. Et elle joue très très bien aussi avec la fatalité au sein de son récit. Cette idée que peu importe ce que font les personnages, leur point final sera forcément horrible. On sent que dans sa mise en scène, Matsoukas ne cherche pas forcément à iconiser ses personnages. Bon, peut-être dans le dernier acte tout de même. Mais derrière, elle ne cherche pas à en faire, comme pourrait l'évoquer le titre et le sujet, un Bonnie and Clyde afro-américain, mais simplement la course, pour deux êtres passionnés l'un par l'autre, pour retrouver ou retrouver un semblant de vie. En mettant en scène tout cela avec le moins d'effets possible, une forme de réalisme et de douceur qui prend aux tripes, la cinéaste met ainsi en avant une forme d'émotion insoupçonnée, qui n'est peut-être pas toujours aussi subtile que l'on pourrait l'imaginer, mais pour le coup, cela reste d'une intensité et d'une puissance folle, à l'image de la fameuse scène évoquée avant. En termes de casting, alors déjà j'ai beaucoup aimé Bokeem Woodbine, qui est vraiment excellent dans le rôle de Oncle Earl. Chloé Sevigny et Flea sont vraiment excellents. Flea, si vous ne voyez pas qui c'est, si je ne me plante pas, c'est l'un des guitaristes du groupe Red Hot Chili Peppers, qui a une sacrée carrière quand même en termes de films. J'ai beaucoup aimé également Sturgill Simpson ainsi que India Moore. Benito Martinez a un personnage très intéressant également. Mais bien évidemment, tous ces acteurs-là, vous vous en foutez, parce que le film vaut le coup, parce que David Kaluuya et donc, si je ne me plante pas, Jodie Turner-Smith, qui joue donc un de ses premiers rôles au cinéma, c'est un peu vendu comme étant son introduction sur grand écran. Elle a quand même joué quelques rôles juste avant. C'est la première fois qu'elle est vraiment actrice principale. Le duo, en tout cas, qu'ils forment, est excellent. Kaluuya et Turner-Smith sont tout simplement sidérants de justesse et d'intensité de bout en bout de récit. Les deux acteurs délivrant des performances sidérantes de puissance et d'intensité dramatique, nous laissant totalement accrochés à notre fauteuil, même à la sortie de la salle. Au bout du compte, Queen and Slim est un film que je vous conseille fortement de voir parce que c'est un film qui a un propos extrêmement politique et surtout très actuel. Je ne dis pas que c'est un film des plus subtils non plus, je vous l'ai dit dans l'écriture, on sent qu'il y a quand même pas mal de clichés, pas mal de retournements faciles et des moments de dramaturgie qui sont assez bancals. Mais je trouve que c'est un film qui véhicule très très bien un message fort, un message moderne, un message qui fait partie des mœurs et de la société. Et c'est un film surtout qui est porté par deux acteurs absolument exceptionnels, donc rien que pour ça, Queen and Slim de Melina Matsoukas, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Vous ne le regretterez pas. A plus.